Bonjour à tous, aujourd'hui nous traitons de la leçon Mers et océans, vecteurs essentiels de la mondialisation, et nous allons répondre à cette question: en quoi les mers et les océans ont un rôle essentiel dans le processus de mondialisation? D'abord le grand 1, mers et océans, support essentiel de la mondialisation. Le petit 1, un contexte global de maritimisation et d'ouverture des échanges. Voyons tout d'abord cette notion de maritimisation, qui est une notion importante en géographie. La maritimisation, c'est le processus marqué par l'augmentation et la concentration des échanges par voie maritime. En effet, aujourd'hui, le transport maritime représente plus de 85% du fret maritime. Il est en constante augmentation. On a une croissance globale qu'on voit sur ce graphique du trafic maritime. Une des premières causes de cette augmentation est la baisse des coûts de transport, notamment des coûts de transport maritime, notamment du fait d'une optimisation des navires selon deux logiques, à la fois la spécialisation des navires et une augmentation également de la taille des bateaux. Aujourd'hui, le plus gros porte-conteneurs dans le monde fait plus de 400 mètres de long, il transporte plus de 21 000 conteneurs. Ainsi d'ailleurs, les conteneurs permettent une manipulation standardisée d'une grande variété de marchandises. Donc la deuxième cause, c'est bien l'optimisation des navires. Mais ces changements dans la structure même du trafic maritime provoquent également des changements dans l'infrastructure maritime, c'est-à-dire les infrastructures portuaires dans les villes-ports. Donc dans les ports, les infrastructures doivent accueillir un trafic en constante augmentation et, comme on l'a vu, avec des navires de plus en plus, avec un tonnage, comme on dit, de plus en plus important. C'est-à-dire qu'il faut adapter les infrastructures à ces géants des mers. C'est pour ça qu'on construit de plus en plus des ports en eau profonde. C'est le cas par exemple du port de Yangshan à Shanghai, en Chine, dont vous avez la photographie ici, construit à 32 km des côtes. D'ailleurs, le succès de la conteneurisation a aussi exigé une adaptation des infrastructures de chargement et de déchargement, notamment par le biais de grues standardisées, qui sont partout les mêmes dans le monde et qui permettent une accélération du traitement des marchandises. Petit 2, un rôle essentiel dans la circulation des hommes et des échanges. En effet, c'est un rôle essentiel qui est là depuis longtemps. Les mers et les océans participent au flux de marchandises et au flux humain. Qu'est-ce qu'on appelle les flux? Ce sont des courants d'échange visibles ou invisibles, on va en reparler, qui sillonnent la planète. En fait, c'est un rôle essentiel depuis longtemps. On peut le faire remonter aux grandes découvertes européennes du XVe et à la mise en place d'une première mondialisation au XVIe siècle. Aujourd'hui, les flux d'échange qui s'échangent donc par voie maritime sont variés. D'abord, on peut citer les flux matériels, c'est-à-dire les produits manufacturés transportés par des porte-conteneurs géants, mais il y a aussi les produits en vrac qui sont transportés par ce qu'on appelle des navires les vraquiers, les céréales, les minerais, et puis, n'oublions pas, les produits d'hydrocarbures, le pétrole et le gaz naturel. Mais ces flux sont aussi immatériels, c'est-à-dire invisibles. Les flux d'informations, ou les flux de capitaux transitent par des câbles sous-marins de fibre optique. Ces câbles transportent 90% de l'information à la surface du globe. Ainsi, on a quand même un support physique, les câbles, à ces flux immatériels, à ces flux invisibles. Autre type de flux que j'ai mis à part, et vous allez comprendre pourquoi, c'est bien sûr les flux de circulation des hommes. Par exemple, ça peut être les grandes migrations. Par exemple, la presse se fait régulièrement l'écho de migrants tentant de traverser la Méditerranée, par exemple. On estime que depuis 2015, près de 2 millions de migrants ont tenté la traversée de la Méditerranée, mais on a exactement le même phénomène dans la mer Caraïbe, par exemple. On a un autre type de circulation des hommes par la voie maritime, c'est le tourisme de croisière,
qui a explosé depuis les années 80, qui concerne d'ailleurs essentiellement les mers semi-fermées, telles que la mer Caraïbe ou la mer Méditerranée ou encore la mer Égée. Et en 2019, on comptait environ 28 millions de croisiéristes dans le monde. Petit 3, un rôle essentiel aussi dans la fourniture de ressources diverses. On le sait, les mers et les océans sont d'importants pourvoyeurs de ressources diverses. On va les signaler ici. D'abord, les ressources halieutiques. On entend par halieutique des ressources en rapport avec la pêche. Chaque année, environ 80 millions de tonnes de poissons sont prélevées dans les mers et les océans du globe, ce qui contribue à nourrir environ 1 milliard de personnes. Il y a cependant deux évolutions majeures dans ce domaine des ressources halieutiques liées donc à la pêche. C'est d'abord l'accroissement de la demande due aux pays émergents et le recours aux flottes de pêche industrielle. Aujourd'hui, la Chine est le premier pays en termes de pêche. Et puis, la deuxième évolution majeure, c'est la part croissante de l'aquaculture, c'est-à-dire environ la moitié de la production mondiale des ressources halieutiques sont faites en aquaculture. Deuxième type de ressources, les ressources énergétiques et minérales. L'exemple du pétrole est un bon exemple qui permet d'illustrer cet aspect des choses. Aujourd'hui, environ un tiers de la production mondiale de pétrole est issue de forages offshore, c'est-à-dire qui désigne les gisements d'hydrocarbures se situant au large des côtes. Par exemple, la Norvège est un producteur important de pétrole du fait de ce type de forage. Il en est de même d'ailleurs pour les parcs offshore d'éoliennes qui permettent la production d'hydroélectricité, même si leur part reste relativement faible, comme on va le voir un petit peu plus loin. Grand 2, les mers et les océans révèlent l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Petit 1, les principales routes maritimes et les câbles sous-marins. Alors, les principales routes maritimes forment ensemble des réseaux denses qui favorisent certains espaces maritimes. Les principales routes maritimes mettent en relation les centres d'impulsion de la mondialisation, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est, qui polarisent l'essentiel des flux de marchandises. On assiste également à d'autres liaisons plus secondaires qui reflètent l'intégration de pays émergents à la mondialisation. Ces routes passent par des points de passage stratégiques comme les canaux, Panama en Amérique centrale, le canal de Panama, le canal de Suez en Égypte, ou les détroits. Le détroit du Nord-Pas-de-Calais, le détroit de Gibraltar, dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, et dans le sud-est asiatique, le détroit de Malacca. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a un réseau de câbles sous-marins très important, très dense. Dans le monde, on compte environ 430 câbles sous-marins qui représentent un réseau de plusieurs milliers de kilomètres de fibres optiques qui parcourent le fond des océans. Il s'agit d'équipements stratégiques à la fois en termes de prestations de services liés au numérique, mais aussi liés au secteur économique, notamment, ne l'oublions pas, les secteurs financiers. Les flux financiers entre les grandes bourses mondiales circulent dans ces câbles. On estime que les câbles assurent jusqu'à 99% des communications intercontinentales, que ce soit pour la téléphonie ou pour l'Internet. D'ailleurs, c'est un chiffre qui montre à quel point les câbles se révèlent vitaux dans le contexte de l'accélération de l'information sous la forme de flux de vidéos, vous êtes en train d'en regarder une, ou d'autres types d'informations qui circulent entre les serveurs. La géographie des câbles, que l'on voit sur cette carte, révèle également l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Ainsi, de nouveau, les liaisons Europe, et notamment Europe occidentale, États-Unis, ou Amérique du Nord plus largement, sont privilégiées puisqu'on estime que le trafic entre ces deux pôles de la mondialisation représente environ 70% du trafic de l'information mondiale. Petit 2, inégale intégration des territoires. Petit 2, ports et façades maritimes principales. Les principaux ports du monde fonctionnent comme des
hubs, c'est-à-dire des nœuds de communication qui vont recevoir les flux et les redistribuer. Les compagnies maritimes, que l'on appelle aussi des armateurs, tels que Maersk, CMA CGM, Evergreen, COSCO, etc., ont un rôle important dans l'organisation de ces hubs, puisqu'elles vont choisir un port, ou plusieurs ports dans le monde, leur servant de hub. C'est-à-dire qu'elles vont en faire des pôles de redistribution des flux. Et le renforcement de certains de ces ports aboutit à une échelle plus régionale à l'émergence de façades maritimes, que vous avez sur cette carte. Qu'est-ce qu'on appelle une façade maritime? C'est une portion du littoral formée par des ports principaux et des ports secondaires qui sont en lien avec les premiers. Quelques façades maritimes dominent le transport mondial. Ce sont les littoraux est-asiatiques dont les ports dominent le commerce mondial, notamment Shanghai et Singapour, qui sont les deux premiers ports mondiaux. On a également la façade du nord-est de l'Europe, appelée aussi la Northern Range, qui regroupe les ports de la Manche et de la mer du Nord, notamment Rotterdam, qui est le premier port européen. Et puis, on a de manière plus secondaire les façades atlantiques et pacifiques des États-Unis. On va terminer sur une dernière notion. Ces façades agissent comme des interfaces qui concentrent et redistribuent les flux maritimes. Une interface, c'est une zone de contact entre deux espaces géographiques aux caractéristiques différentes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez également laisser un commentaire ou pour faire toute remarque constructive.